Donc, quelques grands chiffres. Donc, le secteur primaire représente 25% de la population active. Par contre, il y a uniquement 9% des terres en Chine sont cultivables. Il faut savoir qu'ils ont détruit énormément de terres avec une agriculture très intensive dans les années passées, en utilisant énormément en fait, de produits phytosanitaires et qui ont brûlé en fait les sols. Donc, ces sols aujourd'hui sont totalement inexploitables, sauf à pouvoir remettre des intrants qui viennent de l'étranger. Donc, je dirais, le serpent aujourd'hui se mord la queue. On a également une accélération tout de même de l'urbanisation, des ressources en eau qui sont mal réparties et donc une demande alimentaire aujourd'hui qui est plus quantitative que qualitative. Cependant, ce qu'on voit évoluer au niveau en tout cas de la demande des consommateurs chinois, c'est que le consommateur chinois cherche de la qualité de plus en plus et se tourne, même si nos logos bio ne sont pas autorisés en Chine et ne peuvent pas être apposés sur les produits qui rentrent en Chine, les consommateurs chinois cherchent de plus en plus une garantie de la sécurité et de la qualité de leur alimentation. Les objectifs du gouvernement sont bien sûr de stabiliser les prix au niveau des stocks et des quotas, restructurer les terres, réguler au mieux et contrôler la qualité, gérer les problèmes environnementaux et mécaniser l'agriculture. On va avoir une forte demande au niveau de même la partie digitalisation de l'agriculture. Vas-y Stéphanie, tu peux. Bon, là, on a repris les grandes étapes du mouvement, en fait, les jalons dans l'histoire de la Chine sur le domaine agricole. Donc ça, je vous laisserai lire le partie historique. Ce qui est important de voir, c'est que jusqu'en 2012, la terre, elle appartient au pays. Et le pays louait la terre aux paysans et des sociétés tierces manageaient les paysans, ce qu'ils devaient produire. Depuis 2012, la terre appartient toujours au pays. Le pays loue la terre aux paysans, mais le paysan peut lui-même manager sa terre. Donc, il peut cultiver ce qu'il veut. Donc, il y a plus d'indépendance. Avant, c'était vraiment jusqu'en 2012 quelque chose qui était 100% étatique, géré par l'État. Aujourd'hui, les agriculteurs ont quand même plus d'indépendance, plus d'autonomie. Et ce sont à eux, même si le gouvernement lance des politiques de modernisation sur la Chine, ce sont à eux de se décider à se moderniser. Mais ils ont cependant beaucoup d'aides qui sont à leur disposition pour faire cette phase de modernisation et de digitalisation. Là, si on revient sur le plan quinquennal 2020-2025, ce qu'on voit au niveau des demandes du gouvernement, une forte demande d'augmentation des revenus de la transformation des aliments dans l'agriculture. Donc, c'est le développement de l'agroalimentaire, plus de produits transformés. Donc ça, c'est un peu un contre-courant par rapport à ce qui existe chez nous. Mais c'est vrai que le gouvernement chinois demande à ce qu'il y ait plus d'agroalimentaire, plus de produits transformés, de qualité, qui soient produits sur le territoire chinois, avec une augmentation donc annuelle de 6,5% qui est demandée par le gouvernement. Au niveau du ratio de conversion de la transformation des produits agricoles, on demande également une augmentation de 12,5%. Donc ça, il faut avoir une meilleure matière première, des meilleurs ratios de transformation, donc des meilleures techniques également. Au niveau des projets agricoles, vous voyez, on demande une augmentation très forte. Plus de 10 milliards de projets agricoles doivent être créés et beaucoup, on va dire, ce qu'on a vu peut-être au début des années 2000 en Europe et en France, tout ce qui est le tourisme à la ferme, aller soi-même récolter ses fraises, des fermes ouvertes au public pour que les enfants aient accès à l'élevage, voient les animaux, toute cette partie-là. Et également beaucoup de progression au niveau des revenus du commerce, de l'e-commerce agricole, avec des nouvelles plateformes qui vont se créer et qui deviennent très fortes sur les matières premières et également sur les produits transformés. Par exemple, sur Taobao, vous pouvez trouver tout ce qui sont les produits de base, le riz, le thé, mais également sur Hema Xianchang. Donc ça, c'est tout ce qui est frais, les fruits et légumes. Beaucoup d'applications, en fait, aujourd'hui, se mettent en place pour donner un accès aux consommateurs vers les agriculteurs. Vous avez également des plateformes comme Pinduoduo, avec l'agroalimentaire qui a dépassé les 35 milliards d'euros en 2020 en volume juste sur cette plateforme. Voilà. Et on a également une plateforme qui a été créée qui s'appelle les 100 000 agriculteurs, qui met en relation les consommateurs et les producteurs agricoles. Et on peut même faire des précommandes avant les récoltes, ce qui permet en fait aux agriculteurs de pouvoir même, pour certains cas, voir quelle quantité ils vont pouvoir planter.
Au niveau des impacts du Covid sur la Chine, il faut savoir qu'aujourd'hui en Chine, on est à une situation qui est complètement sous contrôle depuis quasiment le mois d'avril l'année dernière. Hein, donc, l'entièreté de la Chine a réouvert en interne au mois de mai, même la région donc, de Wuhan, qui était l'épicentre de l'épidémie. Et depuis novembre, il est impossible pour les étrangers de se rendre en Chine. Il y a eu quelques cas qui ont été diagnostiqués. Donc, par exemple, il y a eu dans la province du Hebei, il y a eu une quinzaine de cas. Suite à ces 15 cas, ils ont testé 11 millions d'habitants en 3 jours. Dans ces 11 millions d'habitants, ils ont trouvé 350 cas positifs. La ville a été fermée, mise sous cloche pendant 3 semaines et demie afin de contenir l'épidémie. Donc, le système chinois est extrêmement coercitif. Et effectivement, la population chinoise l'accepte, et ce qui permet aujourd'hui d'avoir un contrôle de l'épidémie total et quasiment d'avoir 0 cas. Et dès qu'un cas apparaît, des mesures très fortes qui sont prises, qui sont prises. Pardon. Au niveau de la crise du Covid, avec un impact sur l'agriculture, on a eu assez peu d'impact en fait sur l'agriculture. On va voir simplement sur le porc, il y a eu une baisse de 3,3%, mais qui est aussi due aux problématiques de la maladie porcine qui a eu lieu sur l'année 2020. Mais vous voyez, bovin lait plutôt de l'augmentation, le poulet 6% d'augmentation, bovin viande 0,75% d'augmentation. Sur la partie où les gens ont vraiment été confinés en Chine, ils n'avaient pas trop le choix de ce qu'ils pouvaient manger. Ils recevaient en fait par drone ou par des systèmes de livraison des colis en fait alimentaires par rapport au nombre de personnes qu'ils étaient. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un retour à l'alimentation. Les restaurants ont réouvert. Donc tout ce qui est production agricole, que ce soit de base ou de haute qualité, a repris complètement sa consommation habituelle. Donc, je laisse la parole maintenant à Stéphanie. On va commencer du coup par le focus porcin. Alors, quelques chiffres clés. Comme vous le savez, depuis août 2018, la peste porcine africaine a décimé en fait une partie du cheptel chinois. On a en fait perdu 25% en 2019. Et vous voyez, en 2019, on a vraiment un gap par rapport aux années précédentes. On est à 310 millions de têtes et la production de viande a également chuté à 42 millions de tonnes. Donc, la Chine a pris plusieurs mesures afin de redynamiser cette industrie, notamment avec une politique de soutien forte, avec des subventions pour la construction de grandes exploitations porcines, par exemple, l'augmentation de subventions pour l'achat de machines agricoles, et très important, l'augmentation d'un soutien financier et d'assurance pour les producteurs. En parallèle, la Chine a également eu un grand besoin de repeupler le cheptel chinois, notamment via des pays européens, les pays français ou le Danemark, surtout pour l'Europe. Et on le voit dans le graphique qu'en 2020, on est à 400 millions de têtes, donc on est à 92% du niveau d'avant PPA. Donc on n'est pas encore au niveau d'avant, mais petit à petit, le cheptel porcin se reconstitue. Et en parallèle, la Chine fait appel, vous voyez dans le graphique du bas, à une très forte importation de viande de porc en Chine. De 2018 à 2020, on a plus 269%. Et en tête, on a l'Espagne. Ensuite, comme vous le savez, en Chine, c'est le premier consommateur mondial de viande de porc. En fait, le porc, c'est vraiment un produit conso de base en Chine et ça représente 2/3 de la consommation de viande, dont ça équivaut à 30 kilos par habitant par an. Et on voit qu'en 2019, avec la crise de la peste porcine, on est à moins de 55%, puisque l'offre est insuffisante et on ne peut pas vraiment subvenir aux besoins de la population chinoise. Donc ça, c'est au niveau de la consommation de viande. En parallèle, si on s'intéresse au nombre de truies reproductrices, ça suit également les tendances en fait de la production de viande. 2018-2019, vous voyez qu'on a une diminution liée à la PPA, mais pas seulement. On a en fait un vieillissement de la structure d'accueil des truies.
On a également une pression pour la protection de l'environnement, donc on veut des structures qui sont moins vétustes. Et c'est également lié à la productivité des truies qui est en baisse. Cependant, en 2020, vous le voyez, c'est pareil que pour les chiffres des têtes de porc. On augmente à 41 millions. Donc, on n'est pas encore au niveau d'avant PPA, mais doucement, on reconstitue les cheptels. Ensuite, on s'intéresse à la partie alimentation et équipement. Donc, sans surprise, hein, pour la production d'aliments, on a également un gap en 2019 lié à la PPA, avec une baisse de 21%. Dans le détail, l'aliment pour les porcs se divise sous l'alimentation protéinée, l'alimentation énergétique, le fourrage grossier, l'alimentation verte, l'alimentation minérale, et ils ont également besoin de compléments alimentaires. En ce qui concerne les équipements, c'est vraiment également lié à l'alimentation des porcs. Ils ont besoin d'équipements pour traiter et mélanger les aliments, et également d'automatiser les équipements d'alimentation. On l'a vu également que le contrôle environnemental est important, donc ils vont faire attention aux déchets. Donc il y aura l'équipement pour le traitement des déchets et un système de contrôle environnemental, donc une demande sur ces équipements. En ce qui concerne l'abattage des porcs, on constate que le taux de mécanisation de l'abattage, il peut être amélioré par rapport à ce qu'on trouve en Europe. Si on regarde sur le graphique de droite, tout ce qui est partie mécanique, semi-mécanique, on est à peine à 30%. Et l'abattage est plutôt manuel. On est à 70% d'abattage manuel. Donc, il y a un gap, en fait, qu'on peut encore aller améliorer. En ce qui concerne les races de porcs en Chine, il y en a 66. La majorité, ce sont des races locales. Donc, on a 12 races hybrides qui sont des hybrides de races étrangères et locales. Et on constate qu'il y a 6 races étrangères introduites. Donc, c'est surtout Landrace, Grand Blanc, Duroc, Hampshire, Piétrin et Gers. Et ce qui est par rapport aux races locales, les races étrangères ont en général un taux de croissance plus rapide. Le taux élevé de viande maigre est également plus intéressant. Cependant, pour certaines races, les performances reproductives peuvent être inférieures à des races locales. Par exemple, elles ont moins d'ovulation ou moins de porcelets par portée. Et parfois, elles résistent moins bien au stress. Donc actuellement, comme je le disais tout à l'heure, provenant de l'Europe, c'est surtout des porcs reproducteurs de France et de Danemark. On a également, hors Europe, le Canada et les États-Unis sur cette partie-là. À la slide suivante. Ensuite, on va faire le focus volaille avec Chloé qui va reprendre la parole. Voilà. Chacune ses animaux. Allons-y. Donc. Avant que tu démarres la filière volaille, peut-être qu'il y a des questions sur la filière porc. N'hésitez pas à intervenir. Hein. Là, je m'adresse aux participants, évidemment. Tous nos participants qui sont de la filière porcine, n'hésitez pas à poser vos questions avant que l'on aborde l'autre filière. Enfin, de toute façon, on pourra revenir sur les différents points abordés, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions ultérieures au webinaire, évidemment, on est à votre disposition après. Hein. C'est tout à fait facile d'organiser des visios avec Isabelle, votre chargée d'affaires, et puis Chloé et Stéphanie pour revenir sur certains points sur lesquels vous auriez besoin de détails après le webinaire. Alors, je vois que quelqu'un a levé la main. Je vais laisser la parole à Imelda. Imelda, normalement, c'est bon de mon côté. Vous avez la parole. Oui, bonjour Imelda. Bonjour à tous. C'est Imelda. Je suis actuellement en alternance chez Turing Genetics.
Concernant du coup la viande de porc en Chine, vous disiez notamment tout à l'heure qu'ils sont en quête d'une meilleure qualité, donc sur la viande qu'ils vont consommer au jour d'aujourd'hui. Et je voulais demander concernant ce point-là, est-ce qu'il serait important vraiment de se focaliser sur l'origine de la viande, en fait, on va dire le Made in France, toutes ces certifications qui vont avec. Je ne sais pas s'ils sont vraiment à cheval dessus ou c'est vraiment... comment je m'explique? Non, mais je pense qu'on voit bien l'importance en fait des labels. Tu veux que je réponde, Ouais, Stéphanie? exactement. Parce qu'en fait, ça va être quelque chose qui va toucher tant l'industrie porcine que la volaille, que l'aquaculture. En fait, c'est l'importance des labels et la recherche de qualité. Il faut voir que le consommateur chinois, aujourd'hui, est dans une phase d'apprentissage et d'éducation sur la partie qualité qui est très importante. Pendant des années, ils ont mangé ce qu'ils trouvaient et aujourd'hui, ils ont du choix. Donc, ils commencent à regarder de plus en plus ce qui se passe. Avec la crise du Covid également, ils se sont rendus compte qu'il y avait deux choses sur lesquelles ils ne pouvaient pas avoir d'emprise. C'est tout ce qui est la problématique de l'environnement, donc tout ce qui est respiratoire, la qualité de l'air, cette partie-là, et également ce genre de crise sanitaire. Ça, ils ne peuvent rien faire. Donc aujourd'hui, ils se disent par contre, sur l'alimentation, moi, je peux agir à mon échelle. Donc si les gens ont les moyens d'avoir accès à ce qui va être une garantie qualité, une origine, un label, le consommateur chinois va y porter attention. Et s'il a les moyens d'acheter un produit importé avec une qualité garantie, il va le faire. D'accord. Donc, sur on va dire la population premium, la CSP, à partir de CSP+, les gens vont acheter de la viande importée, vont regarder les labels. Dans l'aquaculture, on l'a clairement vu, sur des produits de très forte qualité, très premium, le consommateur va faire le choix d'un produit importé. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour la question. Pour compléter ce que Chloé disait, en fait, même les acheteurs, ils vont regarder parce qu'ils savent que pour par exemple, la viande de porc, les usines en France ou en Europe doivent passer des audits. Ils sont audités par une équipe de Chinois qui viennent sur place et pendant plusieurs jours, ils vont voir, les standards sont très, très élevés, parfois aussi équivalents à ceux qu'on a en Europe. Donc, ça rassure les acheteurs et forcément, ça va rassurer également les consommateurs. Donc, forcément, les produits importés, c'est gage de qualité, aussi bien pour les consommateurs chinois que pour les acheteurs. Merci Stéphanie. On a une autre question de Gaëlle. Gaëlle, normalement, le micro est ouvert. Bonjour Gaëlle. Oui, bonjour Karen. Gaëlle Milin de chez Axiom Génétique à Plébin, dans le Finistère. Au vu des grosses exportations vers la Chine que nous avons réalisées ces dernières années sur les reproducteurs issus de nos élevages de sélection, je voulais savoir jusqu'à quand pensez-vous que ces exportations importantes auraient cours en fait? Est-ce que, parce que les repeuplements sont largement en cours, même si on voit une certaine lenteur là récemment, on peut constater quand même que ça va reprendre sur cette année 2021 avec une belle augmentation. Mais jusqu'à quelle année, quel moment pensez-vous que ces repeuplements seront vraiment effectifs surtout, et que nos exportations en fait commenceront à malheureusement diminuer? Là, honnêtement, c'est vraiment compliqué parce que c'est une politique gouvernementale. Enfin, ça, vous le savez, avec la Chine, énormément de ce type de décisions sont des décisions prises au plus haut niveau. Et ce n'est pas des choses auxquelles on a accès facilement. Aujourd'hui, ils ont des réelles problématiques au niveau de leurs propres élevages, donc ils continuent effectivement à importer massivement, et tant mieux pour nous. Quand est-ce que cela va changer? On ne sait pas. Et il faut voir aussi une deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux choses. Ils veulent améliorer en fait ce qui se passe en Chine, ils ont besoin de ces imports. Mais également, on peut le voir suite à la crise du Covid, le gouvernement chinois est quand même dans une politique de repli. Donc, c'est impossible de vous répondre aujourd'hui. Parce qu'on voit vraiment le gouvernement chinois, vous voyez, aujourd'hui, on ne peut pas aller en Chine si vous n'êtes pas vacciné avec le vaccin chinois, mais vous n'avez pas accès au vaccin chinois. Ils n'ont pas envie d'ouvrir la porte aux étrangers. Donc,
là où ils sont encore dépendants, ils vont continuer à faire des imports. Par contre, là où ils vont réussir à rentrer en autosuffisance, ils vont fermer la porte aux importations. Aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qu'on ressent généralement, quel que soit le marché. Donc, je ne saurais pas vous répondre parce qu'il y a trop de jeux politiques aujourd'hui. Ok, merci. Voilà, je suis désolée parce que c'est une non-réponse, mais pas du tout. La situation avec la Chine, je pense qu'on la voit tous aujourd'hui et c'est très complexe, quel que soit le secteur d'activité. Ouais. Bon, merci pour la question, Gaëlle, en tout cas. On va passer à la filière suivante, parce que je vois l'heure qui défile et on a encore beaucoup de points à aborder. La parole est à vous, mesdames. Bon, de toute manière, j'entends ce que dit Karen, il n'y a pas de souci, vous aurez accès de toute manière à tout notre support. Et l'objectif aujourd'hui, c'est, je pense, créer un échange et échanger le plus possible sur les informations. Et puis, ce qu'on n'aura pas pu dire, vous pourrez au moins le lire et nous contacter après, il n'y a pas de problème. Oui, exactement. Voilà. Donc, et puis l'idée, c'est que vous avez accès aux chiffres. On va essayer d'éviter de commenter simplement les chiffres, mais partager avec vous plus d'autres choses. Au niveau, par exemple, de ce qu'on peut voir sur la volaille, donc on a une augmentation, en tout cas, de la production avicole en Chine. Savoir qu'avec l'augmentation du mode de vie et des moyens, bien sûr, des consommateurs chinois, ils mangent de plus en plus de protéines et qu'avec la problématique sur le porc, la volaille est forcément en augmentation, donc augmentation de la production et de la consommation. Donc, on peut voir une évolution forte, que ce soit pour la viande de volaille ou pour les œufs sur la Chine. On a une tendance à la hausse et la production d'œufs était de 46,89% supérieure à celle de la viande sur la Chine. Donc, on a vraiment une très forte propension pour la production d'œufs sur la Chine. Au niveau de la consommation, vous voyez également sur la période 2014 à 2019, on a une augmentation de plus de 8% pour atteindre en 2019 quasiment 14 millions de tonnes de consommation de viande de poulet sur la Chine. On avait eu une légère baisse, mais une forte remontée à partir de 2019. Au niveau de la viande de poulet également, donc une production qui augmente de 5,9%. Au niveau des importations, on voit tout de même que la Chine a une forte tendance à l'augmentation, puisqu'on a eu plus de 123% sur la période 2014-2019. Mais cependant, les importations représentent peu par rapport à tout ce qui est la viande de poulet locale qui est consommée. Vous voyez, les importations représentent uniquement 4%. Et les principaux pays d'où la Chine importe sont le Brésil, l'Argentine, le Chili et la Thaïlande, avec une grosse part qui vient du Brésil avec plus de 80%. Il faut savoir que les derniers chiffres de 2020 sont tombés il y a quelques jours et après la levée en fait, des mesures restrictives de décembre 2019, les importations depuis les États-Unis ont atteint un record et ont dépassé le record de 2008 avec une valeur 732 millions de dollars de viande de poulet qui ont été importées sur l'année 2020. Donc les États-Unis rentrent dans la danse. Au niveau de la proportion et des types de poulets de chair qui sont disponibles sur la Chine, on a surtout les poulets blancs et les poulets jaunes. Vous voyez, les poulets blancs, c'est 4,92 billions et les poulets jaunes, 4,43 billions, qui sont plus dans le sud de la Chine. On a vraiment une répartition géographique. Et on a également la série 817. Alors, pour la production locale et l'importation au niveau du poulet blanc, la production locale était de 4,4 milliards de têtes en 2019 et le poulet blanc importé représente moins de 1%. Le seul poulet blanc qui est aujourd'hui autorisé à être importé en Chine, c'est celui à usage génétique. Là, vous avez les différents types de poulets blancs qui existent sur le marché chinois, suivant les espèces. Et là, vous avez l'évolution entre 2014 et 2017 des poulets de chair reproducteurs en Chine en millions de têtes au niveau des importations, au niveau du local et au ratio de poulets importés.
Donc, vous voyez, à part le poulet blanc reproducteur, donc, on est vraiment sur 0 sur tout ce qui est poulet jaune reproducteur. C'est la seule espèce qui peut être importée, et avec une importation en 2017 de 37%, avec plutôt une tendance à la baisse. Alors, au niveau des poules pondeuses en Chine, il faut savoir que la Chine est le premier producteur mondial d'œufs, qui représente 38%, et avec une consommation qui est en forte croissance également, où la Chine est le 3e consommateur par tête d'habitant après le Japon et le Paraguay. Donc, c'est un marché qui est quand même en forte progression. Les Chinois mangent énormément d'œufs. On peut voir qu'au niveau des poules pondeuses qui sont importées en Chine au niveau génétique, la première race, c'est la race ISA qui provient de France. Pardon, c'est pas la première, mais la race ISA qui provient de France, et après la Highline qui vient des États-Unis, et exactement la Lohmann qui vient d'Allemagne. Et 3 principales catégories. Au niveau des vaccins, donc les sociétés étrangères sont minoritaires, mais sont quand même bien placées, avec plus de quasiment 21% du marché. Donc, nous, chez BVR, on travaille pas mal dans ce secteur, mais avec les principales catégories, donc vaccins contre la maladie du poulet de Marek, contre la bronchite infectieuse aviaire et contre la laryngotrachéite infectieuse aviaire. Il y a également pas mal d'acteurs chinois qui sont présents, et c'est un marché en fort développement, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement chinois cherche vraiment à garantir la qualité de son élevage. Au niveau des équipements, donc la Chine cherche quand même à avoir de plus en plus de process et plus d'industrialisation. Mais aujourd'hui, les formes plus, on va dire, responsables dans la gestion des élevages que l'on voit se développer en Europe, au niveau en tout cas de tout ce qui va être pour les poules pondeuses, par exemple. En Chine, on n'en est pas du tout à ce stade, et ce n'est pas un domaine sur lequel les Chinois sont très à l'écoute et se sentent sensibilisés. Cependant, avec la politique du gouvernement de vouloir aider cette partie d'industrialisation, il peut y avoir des opportunités pour les fabricants d'équipements dans tout ce qui est élevage de volailles. Il y a énormément de politiques de subvention qui sont aujourd'hui dans ce domaine. Là, vous avez l'exemple de 2 grands élevages de poulets en Chine, donc Shandong Yisheng, qui fait du bétail et de la volaille, et Sunner Development. Donc, vous voyez des entreprises qui ont été créées à la fin des années 90, qui aujourd'hui ont des capitaux. Je ne rentrerai pas dans les chiffres, comme toujours en Chine, on est sur des grands chiffres. Des sociétés qui sont cotées en bourse. Alors, il faut savoir que par rapport à nous, notre terme coté en bourse est moins important, parce qu'il y a énormément de plus petites bourses et en fait, ils vont faire beaucoup de communication sur le fait d'être cotés en bourse. Et voilà, avec différentes fermes, qui soient soit des élevages, soit des productions d'œufs, et également de l'incubation pour faire de la génétique. Je laisse la parole à Stéphanie. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Excusez-moi, je vous coupe encore, mais en transition entre chaque filière, peut-être qu'il y a des questions sur la filière avicole parmi nos participants. Si vous avez des questions, si vous souhaitez revenir sur quelques propos ou chiffres clés que Chloé a donnés, n'hésitez pas. Alors, bon, écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions. On va pouvoir avancer dans ces cas-là. Je te redonne la main, Stéphanie. Parfait. Pour poursuivre sur la filière bovine. C'est ça. Alors, on va commencer par des chiffres clés. Alors, on constate qu'en Chine, pour l'industrie de l'élevage bovin, c'est vraiment la vache à viande qui est en majorité. On est à 86% de taux d'élevage contre 14% pour les vaches laitières. Et on constate également que pour la partie élevage vache laitière, on ne dépasse jamais 15%. Ensuite, on s'intéresse à la structure des fermes pour les vaches à viande en Chine. Ce qui est intéressant, c'est surtout des petites structures. 52% ont moins de 10 têtes. Donc, c'est principalement l'élevage en plein air à petite échelle qui domine en Chine.
Et on constate que, par exemple, les fermes qui ont plus de 1000 têtes sont à 4,10% seulement. En ce qui concerne les régions, c'est la région occidentale qui élève le plus de vaches à viande à travers le pays. Ça totalise 37% du total, tandis que l'Est a beaucoup moins de parts. Ah oui, ici, on va se concentrer sur la production en fait, de viande en Chine. On constate que d'un côté, on évolue entre 2009 à 2019, il y a 6,6% d'augmentation. C'est relativement stable hein, pour la Chine. Mais en parallèle, on voit que la consommation de bœuf, elle, augmente de 2015 à 2020 de 32%. C'est lié en fait en partie au manque de viande porcine en Chine. On sait vous voyez qu'en 2019, on a un bond un petit peu, on dépasse les 8 millions de tonnes de consommation parce que justement la viande porcine est en manque. Également, c'est lié à l'amélioration du niveau de vie en Chine. La classe moyenne augmente et le revenu par habitant également. Donc, on voit que ce gap, en fait, avec ce gap, il est clair que la demande du marché a dépassé la capacité de production intérieure. C'est pour cela que la Chine va beaucoup faire appel à l'importation de viande bovine ou de bovins vivants. Donc, dans cette slide, on constate que la Chine, elle n'est pas forcément en recherche d'autosuffisance sur la viande de bœuf. Vous voyez que entre 2017 et 2020, rien que sur les bovins vivants, on est à plus 126%. C'est considérable. C'est surtout des reproducteurs qui sont importés dans cette partie-là. Dans la quantité de bœuf chinois importés de 2017 à 2020, il y a également une grande augmentation hein, et on constate que c'est surtout la viande congelée, surgelée qui est importée par rapport au bœuf frais qui reste assez minoritaire. En Chine, en 2018, on était à 14 pays autorisés à exporter de la viande bovine en Chine. En 2020, on est à 26 pays. Et en France, ça représente 5 abattoirs qui ont été agréés. Dans la partie importée, on constate que la viande bovine importée surtout vient du Brésil, de l'Argentine et de l'Uruguay. À ces 3 pays, ils représentent 2/3 des exports. Si on se concentre sur la France, vous savez qu'en 2001, en fait, on avait eu un embargo suite à la crise de la vache folle et que cet embargo a été levé récemment, en mi-2018, avec un accord signé sur la viande bovine. Donc, on constate tout à l'heure, à travers le nombre de pays qui sont autorisés à exporter en Chine, on constate également dans la consommation. La part de bœuf importé représente près de 25,9%, pratiquement 26% de la quantité de bœuf. Donc, c'est considérable et la Chine dépend de plus en plus du coup de la viande de bœuf importée. Dans le top 5, 96,8% est représenté en fait par seulement 5 pays, dont le Brésil qui est à 30%, l'Uruguay, l'Australie, l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. La France, comme on exporte que depuis 2018, on est encore assez minoritaire. On exporte, là on a des chiffres de 2019, par exemple, nous étions à 1000 tonnes de viande congelée. Pour la viande fraîche, on n'était qu'à 108 kilos en 2019. Ici, on vous a détaillé en fait les différentes races de bovins en Chine. Donc, pas mal de races chinoises sur la partie haute. Dans la partie basse de la slide, c'est des races américaines et européennes. Et au niveau de la France, c'est plutôt les charolaises et les limousins. Et
ici, on a fait un peu le détail des aliments pour bovins. Donc, on a le fourrage vert avec de l'herbe naturelle, des feuilles de légumes, par exemple. Le fourrage grossier, qui est la paille de blé, la paille de riz, par exemple. Également, ils ont besoin d'aliments énergétiques, représentés par le son, les racines de tubercules, par exemple. Des aliments protéinés. Donc, ce sont des aliments protéinés végétales, des aliments protéines animales également, par exemple, et des aliments minéraux pour compléter les macro-éléments. Donc, de la carbonate de calcium, du phosphate, par exemple, ou du sel de table. Donc, c'est tout pour le focus bovin. Merci Stéphanie. Est-ce qu'il y a des questions sur cette filière bovine? Encore une fois, s'il n'y a pas de questions tout de suite, on est à votre disposition après le webinaire. N'hésitez pas à envoyer un mail à Isabelle Collin, qui organisera facilement une visio avec Chloé et Stéphanie. Donc, on est à votre entière disposition, évidemment, même après le webinaire. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au point suivant. Dans ces cas-là, je ne vois pas de questions apparaître, donc je vous laisse poursuivre. D'accord. Alors, toujours sur la filière bovine, on a également le focus sur le lait. Alors, ici, on constate que l'évolution du nombre de vaches laitières est en décroissance à 11,3% de 2014 à 2019. C'est en fait lié à plusieurs choses. En 2018, c'est surtout en raison de problèmes environnementaux, certaines fermes laitières ont été fermées. Il y a eu des défaillances au niveau de la protection de l'environnement également, en particulier dans la région du Sud. C'est également lié à l'historique de la Chine. Vous savez, en 2008, on a eu une crise sur le lait frelaté, en 2008, pardon. Et en fait, le consommateur en fait, on a une crise de confiance sur le lait en Chine. Et la Chine a dû mettre en place une stratégie pour vraiment restructurer toute leur production laitière. Ils ont pour objectif d'élever le niveau sanitaire de la production et rendre le lait plus compétitif en Chine. Du coup, la Chine a subventionné la construction de fermes de grande taille. Donc, de ce fait, les vaches laitières, en fait, elles sont également plus rentables, on va dire, dans la production. Et aujourd'hui, 2 tiers du cheptel chinois se trouvent dans des élevages de plus de 100 vaches. Donc, on le constate également à travers la slide de droite, la croissance en laitière est vraiment importante. Et la productivité des vaches laitières domestiques augmente grâce justement à la structure interne du cheptel qui a été progressivement optimisée. Ici, on s'intéresse aux différentes races de vaches à lait en Chine. Donc, on a la Swiss Brown, la Jersey Cow. Je ne vais pas entrer dans le détail. Ce n'est pas une liste exhaustive. On en a encore d'autres qui viennent du Royaume-Uni, par exemple, mais qui ne sont pas des races pures en Chine. Également, c'est lié en 2018, lié à la crise de confiance, la crise du lait frelaté. On constate qu'en 2008, le lait importé ne représentait que 9% de la distribution de lait. En 2018, 10 ans après, on augmente de 35%. Donc, la part de l'importation a vraiment progressé et voilà, on va voir que dans la slide suivante, c'est vraiment lié à la méfiance que les Chinois continuent à avoir et la confiance qu'ils ont en fait dans les sources étrangères. Notamment pour le lait, ils font beaucoup appel à la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis, l'Union européenne et également la Russie. Sachant que Nouvelle-Zélande, l'offre laitière est vraiment importante, ça va du fromage au lait jusqu'au yaourt et le beurre. L'Australie, c'est le beurre, le fromage, le lait. Aux États-Unis, ils ont besoin également de la poudre de lactosérum
Et voilà, du coup, dans l'UE, c'est le lait, également le fromage et également les produits transformés. Donc, c'est tout pour le focus sur le lait. Pas de questions apparaître. Donc, écoutez, je vous propose là encore de poursuivre en l'absence de questions. On peut continuer. Alors, on va passer à l'aquaculture. Donc, tout d'abord, avec quelques grands chiffres clés qui sont importants. On voit déjà une forte augmentation de la consommation par tête sur la Chine au niveau des produits aquacoles, avec une consommation qui a augmenté de plus de 30% entre 2013 et 2019. C'est vraiment, les Chinois mangent énormément de produits de la mer, même s'ils sont producteurs, ils sont aussi intéressés par tous les produits qui sont importés depuis l'étranger. Donc, je vais juste revenir sur celle d'avant. Voilà, pardon. Au niveau des objectifs 2022 pour l'industrie aquacole chinoise, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a de plus en plus de ressources aquatiques préservées, avec plus de 550 zones. On a également 7000 fermes qui sont des fermes test et qui sont des fermes un peu fierté nationale qu'on veut développer, qu'on veut montrer au niveau de la Chine dans la meilleure gestion de l'eau, de l'élevage, le nombre de centimètres cubes par poisson, la densité, avec également, vous voyez, des comités de démonstration d'élevage sain. C'est vraiment le fait, j'aime pas ce mot, mais je l'utilise quand même régulièrement, d'évangéliser en fait les aquaculteurs à des pratiques plus saines pour avoir un élevage de meilleure qualité au niveau de l'aquaculture. Des grands chiffres clés, donc vous pouvez voir que la production de produits aquatiques donc, a augmenté régulièrement et lentement pour atteindre 65,5 millions de tonnes en 2020, que ce soit des produits d'eau douce ou des produits de mer. Vous voyez, on est quasiment à 50-50 au niveau de la répartition. Par contre, on a de plus en plus d'élevage en milieu artificiel avec des bassins et moins de pêche. Au niveau donc des grands produits en fait de l'aquaculture au niveau en eau douce en 2019, il y a beaucoup de poissons et de crustacés et également une faible part sur les algues. Aujourd'hui, il est complexe d'importer des algues en Chine et cependant, le consommateur chinois est demandeur d'algues importées. Donc, en 2019, ça atteignait 30,1 millions de tonnes avec une augmentation de 1,82. Au niveau de l'aquaculture en milieu salé, on va dire en eau de mer, on était à 20,7 millions de tonnes avec une faible augmentation de 1,68%. Les principales espèces étaient les coquillages marins, les huîtres, les palourdes et les pétoncles. Au niveau donc également des grands chiffres clés, on peut voir les volumes d'importation de la Chine avec quand même une forte augmentation. Vous voyez, en 2014, on était à 4,28 millions de tonnes. En 2019, on est à 6,27. Donc, on a eu une augmentation de plus de 55%. Vous avez également en fait le même graphique en valeur. Donc, par contre, on peut voir qu'il y a eu une baisse de la valeur sur 2020. Alors, il faut savoir qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, les importations en 2020 ont diminué, que ce soit en valeur ou que ce soit en quantité par rapport à 2019. Je pense que vous avez tous entendu parler, en juin 2020, il a été trouvé des traces de Covid sur des plateaux de découpe de saumon qui étaient importés. Donc, ce moment-là a été extrêmement médiatisé en Chine, puisque ça a généré d'abord de jeter énormément de saumon importés à la poubelle et de les brûler, et une forte baisse des consommateurs en disant, bah voilà, nous on s'est débarrassé du Covid dans notre pays et aujourd'hui le Covid va rentrer en Chine à cause des imports alimentaires et donc des fruits de mer, puisque là c'était le saumon qui était visé. Donc on a eu une perte de confiance. Mais on est assez optimiste quant à la remontée, puisque les gens sont quand même, voilà, on perd de confiance, mais recherchent ces produits.
De plus, le gouvernement chinois a demandé depuis juin donc 2020 de fournir des certificats supplémentaires pour tout ce qui était import de produits congelés. Et ces certificats supplémentaires vont sûrement perdurer et augmenter de plus en plus dans les mois à venir. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Parce que j'ai quelqu'un qui m'appelle en même temps sur mon téléphone et j'essaie de raccrocher. Oui, non, le son est très bon, oui, oui. Super. De notre côté. Désolée, parce que très bien. Il n'y a pas de souci. C'est juste que mon téléphone ne prenne pas le lead sur mon micro. Non, ce n'est pas le cas, t'inquiète pas. Très bien. Donc là, vous allez retrouver donc, des grands chiffres clés sur la partie aquaculture. Je ne vais pas simplement relire, mais vous voyez, on a la valeur et le volume des produits, des poissons frais et des produits congelés qui ont quand même eu une forte augmentation, 13,7 et 10,8%. On voit que la farine de poisson a également augmenté, mais par contre une baisse de prix. On a la valeur et le volume des importations de crevettes qui ont été importées. Il faut voir que, par exemple, sur la crevette, la Chine est productrice de crevettes, mais pour tout ce qui va être crevettes premium, va être prête à importer des produits vraiment, on va dire entre guillemets, de luxe, qui sont soit pour l'Horeca 4 étoiles, soit même pour le consommateur avec des produits d'origine France sur des produits avec un emballage très luxueux. Ils sont à la recherche de ces produits-là. Au niveau donc, des races importées, on vous a pris 3 exemples. Donc, tout ce qui est lombrine tachetée, donc, qui est originaire de la côte nord de l'Atlantique et du golfe du Mexique. Donc, sa qualité de viande est excellente et convient à l'élevage en bassin. C'est une des espèces d'aquaculture les plus élevées au monde. Et en Chine, elle est très utilisée et très consommée. Le vanamei, donc cette fameuse crevette de luxe, nous on a pu donc la voir dans des élevages en Chine, mais également fait partie des races qui sont importées sur la Chine et qui se vendent très bien malgré un coût qui est très élevé pour le consommateur chinois par rapport à son niveau de vie. Et également le tilapia que tout le monde connaît bien, qui est un poisson fort développé sur la Chine dans sa partie élevage. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait un reportage sur France 5 il y a une dizaine de jours sur les élevages de tilapia dans le sud de la Chine et notamment à Hainan, qui était très intéressant. Donc là, au niveau des modèles d'aquaculture, donc pour les modèles soutenus par le gouvernement chinois en 2019, on a pu voir donc des modes de pêche intelligents avec vraiment de plus en plus de digitalisation et d'utilisation du big data dans l'aquaculture. Ils cherchent vraiment à optimiser et à suivre les tendances mondiales qui se passent dans l'aquaculture pour pouvoir être dans le top en fait, de ces produits-là. Il y a une vraie symbiose du poisson et des cultures. On va vraiment travailler sur une gestion intelligente et une très forte complémentarité aujourd'hui avec pisciculture et production d'énergie photovoltaïque, par exemple. On a pu voir dans le secteur des huîtres également que la Chine a lancé un fort plan de modernisation technologique au niveau du gouvernement. La Chine est un des plus gros producteurs et un des plus gros consommateurs de ce produit, et avec quand même 30 à 40% de la production chinoise qui est transformée. Donc là, il y a beaucoup de subventions qui sont faites pour une amélioration au niveau des équipements de la transformation, avec il y a plus de 2,5 milliards d'euros de subventions dans ce domaine, afin d'augmenter en fait la valeur ajoutée des huîtres. Ici, vous avez des exemples de sociétés chinoises qui sont connues et reconnues et qui sont assez importantes. Donc, tout ce qui est le groupe Zoneco, Guolian Aquatique, CNFC et puis Dahou Aquaculture. Au niveau de l'alimentation pour l'aquaculture, donc on peut voir une forte augmentation avec de l'alimentation mixte, de l'alimentation concentrée, de l'alimentation pré-mélangée. Et les matières premières donc pour la production des aliments aquatiques, farine de poisson, matières premières de grains et huile. Également dans le reportage qu'il y avait sur France 5 il y a une dizaine de jours, ils ont montré la société Insect, donc qui produit de la protéine à base d'insectes et qui va être utilisée dans le domaine de l'aquaculture. Et effectivement, la Chine fait partie de leur marché en développement commercial pour promouvoir en fait l'utilisation de leur farine à base d'insectes pour la nourriture des poissons en aquaculture. On va voir aujourd'hui que c'est un vrai quand même secteur en forte expansion. Au niveau des produits autorisés à être exportés vers la Chine, il faut savoir que la liste évolue en permanence.
Par exemple, l'année dernière, si je me rappelle bien, au début de l'année 2020, il y a eu les bulots qui ont été autorisés, alors que c'était une espèce qui n'était pas autorisée. On trouvait d'ailleurs des bulots de manière un peu grise sur le marché chinois en provenance d'Irlande et quelques-uns parfois en provenance de France, ce qui était assez surprenant. Mais normalement, les bulots n'étaient pas autorisés. Mais depuis le début de l'année dernière, ils sont auto-autorisés. Donc, il y a une liste de 160 espèces qui sont autorisées à être importées en Chine. Et cette liste est en constante évolution. Et si on ne fait pas de la veille sur cette liste, on ne peut pas voir qu'à un moment, son produit est autorisé. Alors, au niveau de l'étude de cas, il y a une seule étude de cas, c'est l'étude de cas d'Axiom. Oui, Karen, je vais te laisser reprendre la parole. Oui. On avait plusieurs études de cas. On a souhaité mettre en avant l'un de nos participants de ce matin. Alors, je ne sais pas si Gaëlle et Sigrid souhaitent prendre la parole, peut-être pour illustrer leur success story et parler de cette étude de cas que l'on a choisi de mettre en lumière ce matin. Je vais réactiver vos micros à toutes les deux. Alors, 2 petites secondes, le temps de trouver Sigrid. Voilà. Oui, bonjour. Donc, c'est Sigrid Bellems, donc je travaille aussi chez Axiom. Bonjour Sigrid. Bonjour. En effet, on a eu plusieurs envois vers la Chine de nos reproducteurs. Donc, en effet, Axiom est leader sur le marché en français. En 2020, on a environ 6 000 porcs qu'on a exportés en Chine, surtout dans le premier semestre. Ensuite, on a un premier lot qui est déjà parti cette année. Mais depuis, c'est un peu plus compliqué. On a déjà entendu lors des présentations, les autorités chinoises freinent entre guillemets un peu les permis d'import et on est tous dans le même cas en fait. Donc on est en attente pour continuer sur les autres commandes en fait. Après, on a différents types de clients avec ou sans pyramide. Donc, il y en a qui recherchent aussi pour une reproduction avec formation et suivi, d'autres qui vont se débrouiller autrement en fait. Et en effet, on voit aussi que le cheptel commence à revenir bien, mais je pense aussi que ça va prendre encore quelques années en fait. Ouais. Est-ce que peut-être Sigrid, pour aider à mieux comprendre les autres participants sur le parcours et puis les échéances, les délais pour accéder au marché chinois, dans votre cas, est-ce que ça a été long pour obtenir les certifications, les homologations? Enfin, quel est le timing vous concernant pour avoir un pied sur le marché chinois? C'est très compliqué à dire parce que moi-même, ça fait 1 an et demi maintenant que je suis chez Axiom. Mais je sais que pour tous ces dossiers-là, ils étaient déjà en cours de négociation en fait. Et à la base, il faut savoir qu'on a des agents sur place qui doivent voir avec le client là-bas s'il a le permis pour construire, le permis, les autorisations avec les autorités locales déjà, avant qu'ils peuvent aller plus loin dans les négociations et de leur faire un devis en fait. Ensuite, entre le moment que c'est plusieurs étapes pour justement avoir ces permis-là. Il y a à la fin, une fois que le contrat il a été signé, il y a aussi le permis d'import, s'ils peuvent l'avoir ou pas, parce qu'après la construction donc on peut construire une quarantaine eux-mêmes. Après, il y a aussi des quarantaines de la douane là-bas. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'ils préfèrent construire eux-mêmes par rapport à la biosécurité. Ensuite, c'est sûr que le dernier mot, c'est dans les autorités chinoises en fait, pour délivrer en fait, ce permis-là. Et une fois qu'on a le permis, une fois qu'on peut commencer à sélectionner, entre le jour que les animaux ont été sélectionnés et le départ, il faut compter minimum 2 mois en fait. D'accord, merci.
Chloé, Stéphanie, vous voulez rebondir peut-être sur ce Non, cas Axiom? C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, hein, la difficulté aujourd'hui de la Chine sur ces parties-là, c'est que c'est des volontés vraiment politiques. Et que vous avez beau avoir tous les documents, tout avoir préparé, avoir un importateur sur place, avoir des agents qui sont volontaires et qui sont prêts à travailler avec vous. Il y a une vraie volonté politique qui s'applique et qui peut être différente, que ce soit une volonté nationale, une volonté provinciale, une volonté au niveau de la ville. Et c'est des sujets qui sont extrêmement sensibles aujourd'hui. Oui. Et actuellement, on a, jusqu'à il y a quelques semaines, en fait, il y avait quand même une entente entre la France et la Chine qui était plutôt neutre, voire positive. Et là, actuellement, les relations sont plutôt en train de se dégrader. Donc, on espère que ça va revenir au beau fixe, mais on est depuis, je pense, un mois et demi, hein, c'est un peu complexe. Mm-hmm. Et on a beau ne pas travailler dans ce domaine-là, ne pas être journaliste, ne pas en parler, on en subit tous les conséquences. Merci Chloé. Est-ce qu'il y a d'autres arguments peut-être à apporter côté Axiom ou côté autres participants? N'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez réagir et partager vos propres expériences. Hein, d'ailleurs, n'hésitez pas. Je pense en effet insister sur le fait que les différentes étapes et puis au final, est-ce que c'est autorisé ou aussi donnent leur accord pour pouvoir venir, parce que ça peut en effet venir sur le permis d'import, sur le permis de quarantaine. Ça peut être au niveau des visas aussi. Avant, quand ils venaient sélectionner, ça aurait pu être les visas aussi. J'ai déjà vu ça aussi. Donc, c'est vraiment différents facteurs à prendre en compte avant et qui jouent en fait un rôle important dans la fluidité, on va dire, pour les exportations. Ouais. Oui, tout à fait. Ce cheminement-là, ces différentes étapes et cette lenteur, entre guillemets, pour obtenir les agréments et y arriver, ce n'est pas valable uniquement pour la filière porc. Je présume que c'est identique pour les autres filières également. La procédure est la même. En fait, non, les procédures sont différentes à chaque fois. Et la difficulté qu'on a en Chine, c'est qu'il y a une procédure centrale et qu'après, la procédure s'adapte par province. Alors, c'est toujours, même au niveau des documents à fournir, c'est très... c'est pour ça qu'on existe aussi, hein, c'est que ce n'est jamais simple. Hein. Voilà. Mais et surtout, comme le disait Sigrid, hein, c'est que simplement effectivement, si vous avez des Chinois qui doivent se rendre en Europe, à un moment, le gouvernement chinois peut refuser qu'il y ait des déplacements de Chinois vers l'Europe. Et vous ne savez pas pourquoi. Et pendant 3 mois, il n'y a plus d'étrangers qui ont de visa pour venir. Vous avez la problématique des audits des autorités chinoises. Il y a tellement de problématiques. Et même une fois que vos produits partent, la douane en local par rapport à votre port d'entrée peut être différente. Les conditions qui s'appliquent, les documents à fournir, finalement, il vous manque un document. Ce document-là, il faut le faire valider par une autre autorité. Voilà. Tout ça est... Voilà, vous pouvez sentir qu'il y a de multiples freins peuvent se mettre en place, en fait. Voilà. Et c'est à prendre en compte aussi dans ses propres procédures en interne, quoi, le fonctionnement. Tout à fait. Oui, bien sûr. Bon, merci beaucoup. Ouais. Non, je vous en prie, vous avez d'autres points à ajouter? Non, parce que je pense, comme on travaille avec du vivant, c'est pas simple du tout, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre témoignage, Sigrid, en tout cas, puis ce partage d'expériences. On va passer au point important qui est justement la réglementation, tout ce qui est procédure d'importation. Je vous laisse la parole pour ce dernier point important. Voilà, donc vous allez voir dans cette partie, on vous présente la réglementation chinoise de manière simplifiée, de manière générale. Bien sûr, comme vous le savez, la réglementation est extrêmement différente par rapport à ce qu'on importe et les règles, ce que je disais juste à l'instant, évoluent par rapport à votre port, dans le port d'entrée en fait, de vos produits et bien sûr, s'ils sont vivants, frais, congelés, tout évolue à chaque fois. Donc, voilà, l'idée, c'était de vous dresser en fait un tableau un peu général de ce qui se passait et
après, voilà, bien sûr, on sera à votre disposition si vous avez des questions sur cette partie-là plus pointue par rapport à vos produits. Vous essayez d'exporter vers la Chine. Donc, très rapidement, au niveau de la procédure d'importation, bien sûr, une des premières choses à vérifier, c'est si votre pays est autorisé à exporter l'espèce vers la Chine. Vous allez faire une demande d'entrée dans la zone de quarantaine, demande d'approbation pour la quarantaine pour l'espèce. Là, on est sur les animaux reproducteurs, pardon. Approbation des ressources génétiques des espèces reproductrices, pré-inspection en dehors de la Chine, inspection de quarantaine au port, transport, isolement et inspection. Donc, actuellement, seuls les porcs reproducteurs et certaines espèces de poissons peuvent être importés sur la Chine. Les vaches reproductrices et les volailles ne sont pas autorisées à être importées pour l'instant. Il faut voir que même sur les poissons, l'année dernière, on avait travaillé pour le compte d'un client et finalement, ça n'a jamais été possible alors que le produit faisait partie de la liste autorisée. Donc, il y a encore, même s'il y a des listes théoriques, il y a toujours des spécificités se mettent en place. Au niveau de la viande et des produits aquatiques, donc on va avoir une vérification toujours de l'importation, cette fameuse liste blanche, on va dire, des produits autorisés et des pays d'origine à pouvoir rentrer. On va avoir un audit sur site. On a pu voir dans certains domaines, et un domaine dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est par exemple le foie gras. Vous savez, le foie gras fait partie en même temps que le bœuf des nouveaux produits autorisés à être sur la Chine. Aujourd'hui, en raison de la grippe aviaire, donc, le foie gras n'est plus autorisé à rentrer en Chine. Cependant, il y a eu 4 abattoirs et usines de transformation qui ont été quand même validés. Ils ont eu des très fortes commandes sur le début de l'année 2020. Aujourd'hui, c'est à l'arrêt et normalement, si on a 90 jours sans apparition de nouveaux cas en France, les produits français pourront de nouveau repartir sur la Chine. Donc, les choses sont en constante évolution et c'est important d'être en mode veille, en fait. Vous allez avoir, une fois que l'audit est fait et que vous êtes validé, donc ça, vous êtes référencé en fait sur un site chinois, comme quoi votre abattoir ou votre élevage peut être autorisé à rentrer sur la Chine. À ce moment-là, les acheteurs chinois, eux, sont en constante veille sur ces sites parce qu'ils sont en général en demande de nouveaux produits. À ce moment-là, quand vous allez passer sur un site comme ça et être OK, vous allez avoir un flux d'acheteurs potentiels chinois qui va venir vous voir. À ce moment-là, il y aura une passation de commande et préparation de tous les documents. Vous avez la déclaration d'exportation, le transport, déclaration à l'arrivée, livraison. Et vous allez avoir des tests en laboratoire qui vont être effectués. Vos produits ne peuvent pas être mis en vente tant que le rapport de test des douanes est validé. C'est souvent une difficulté quand on travaille sur des produits avec une DLUO qui est courte. Alors là, on rentre vraiment sur les spécificités de la Chine. Vous allez avoir la vérification de l'importation, vous avez des sites officiels du gouvernement, vous avez une liste d'importateurs qui est validée. Donc ça, c'est vraiment dans le détail. Comme vous pouvez voir, on a mis des exemples de catégories des produits français qui peuvent être importés en Chine. Donc, même si votre produit est dans la liste, il faut tout de même que votre abattoir ou votre usine soit audité et soit validé. Donc, les deux sont nécessaires. Vous avez énormément de normes en Chine, donc c'est ce qu'on appelle les Gaobiao. Et donc, il faut vraiment vérifier si votre produit rentre bien dans la Gaobiao. Et c'est une première étape qui est très importante. Ces fameuses normes Gaobiao ne correspondent pas exactement à nos normes européennes. Elles ont leurs propres spécificités. Et effectivement, parfois, quand vous utilisez des produits, par exemple, des conservateurs qui sont assez récents, s'il n'est pas connu en Chine, ce conservateur n'est pas autorisé, donc vous ne pouvez pas importer votre produit. Donc là, c'est des exemples de normes. Là, vous avez la phase d'audit et d'enregistrement. C'est ce qu'on appelle le GAC, qui est un site web chinois, donc qui vous oblige à rentrer énormément de documents et d'informations sur tout ce qui est votre process de fabrication, de conservation, de gestion de la qualité. Et une fois l'audit fait, vous allez avoir cette licence. Il est important également que votre importateur avec qui vous allez travailler ait bien toutes les bonnes licences permettant d'importer ces produits-là. Là, vous avez des documents, je dirais, non exhaustifs à fournir lors de l'import, qui sont en général assez conformes
à toutes les zones d'import du monde. Ce qui va être plus complexe, c'est tout ce qui va être, par exemple, les étiquetages du produit et la traduction de vos étiquettes en chinois, et tout ce qui est également composition de votre produit et tout ce qui est information nutritionnelle. Au niveau des certificats sanitaires également, il faut savoir que le gouvernement chinois ne reconnaît pas toutes les autorités. Donc ça, c'est important au mieux d'être au niveau des certificats sanitaires vétérinaires, idéalement le plus gradé possible. Voilà, différents exemples de documents. Au niveau de la déclaration en douane, donc toute la phase, ça normalement c'est votre importateur qui va en fait travailler avec un broker spécialisé dans le dédouanement de votre produit et il va sûrement vous demander des informations complémentaires parce qu'il aura besoin de certaines informations. Donc tout ce qui est déclaration en douane, quarantaine, paiement des taxes, qui dépend du type de produit, de son utilisation, de sa forme, et après donc ces fameuses étiquettes qu'on contre-colle sur vos produits. Alors c'est, je dirais, moche, certes, mais c'est ce qui va prouver au consommateur et prouver à votre importateur, prouver à l'utilisateur que le produit est bien importé. Parfois, on a des sociétés européennes qui font le choix de dire « non, je vais faire une étiquette dédiée à la Chine et je vais imprimer dans mon emballage classique en chinois ». Mais en fait, dans ce cas-là, le consommateur chinois a l'impression que ce n'est pas un produit d'import. Il a l'impression que ça a été fabriqué en Chine comme si c'était un produit étranger. Et donc, ça le met en doute. Cette contre-étiquette, même si c'est moche et vous avez l'impression que ça dégrade esthétiquement votre produit, au niveau psychologique du consommateur est très important. Là, vous avez la réception des résultats des tests et après, enfin, vous pouvez passer sur la vente. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux, Chloé et Stéphanie. On arrive à la fin de cette présentation qui était bien complète. Merci beaucoup pour toutes vos informations. Je ne sais pas s'il y a des questions avant que l'on termine. Je ne vois rien apparaître. Bon, en tout cas, cette présentation, comme je l'ai dit en introduction, sera à votre disposition sur BCI Info. Je vous enverrai un mail, comme d'habitude, avec le lien grâce auquel vous pourrez retrouver l'intégralité des différentes diapos qui vous ont été présentées ce matin. Isabelle, votre chargée d'affaires, est à votre écoute. N'hésitez pas à la contacter si vous avez des questions. Vous pouvez aussi contacter directement Chloé et Stéphanie. Vous avez les coordonnées de tout le monde à la fin de cette présentation. C'est très facile d'organiser des visios, des échanges téléphoniques. On est à votre entière disposition. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci VVR International. Merci Chloé. Merci Stéphanie. Merci le SPACE pour ce partenariat sur ces mardis de la grille. Les prochains rendez-vous, les prochains mardis de la grille, c'est l'Afrique du Sud le 25 mai prochain. Ensuite, on parlera du Japon le 1er juin et de la Turquie le 5 octobre. Ça, c'est pour les mardis de la grille. Un autre webinaire qui pourrait vous intéresser le 20 mai prochain sur la Hongrie. On va parler avec Isabelle de tout ce qui touche aux agritech, aux IoT dans l'agriculture sur le marché hongrois spécifiquement. Vous verrez, il y a le gouvernement hongrois pousse pour développer les agritech. Donc, il y aura là aussi beaucoup de choses à dire. Et ce webinaire Agritech Hongrie sera l'occasion de vous parler d'une émission que l'on organise aussi pour vous au mois de juillet. Toutes ces infos sont disponibles sur l'agenda du site web et vous avez reçu de toute façon le mailing pour vous inscrire à ces différents événements. Il est l'heure de nous séparer. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci Chloé, merci Stéphanie, merci Isabelle. Prenez bien soin de vous. Merci Karen. On reste à votre entière. Merci à vous. On reste à votre entière disposition. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.